Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Un programme dense cette semaine avec, comme toujours, le calendrier et au cœur de la semaine, bien sûr, le rendez-vous de la Fed mercredi. On va aller s'intéresser aussi à la configuration du S&P au début d'une semaine technique d'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, donc une échéance des 4 sorcières importantes. On va aller voir les enjeux techniques et graphiques, bien sûr. On s'intéressera à 3 valeurs aux configurations graphiques intéressantes à Wall Street, des grosses capilles américaines. Et puis, Paul a détecté pour nous des volumines habituels sur 2 actifs particulièrement importants, intéressants, des enjeux, des arbitrages peut-être de moyen à long terme à mettre en place. Puis on fera comme toujours un point sur nos stratégies et on vous proposera comme chaque semaine une nouvelle stratégie. Celle-ci a été backtestée par Paul. Elle a l'intérêt et la particularité d'être une stratégie cyclique, c'est-à-dire qu'elle est reproductible mécaniquement tous les ans à la même date et elle a sur 18 ans produit 18 fois des résultats positifs. Alors le passé ne préjuge pas de l'avenir, mais on peut se dire qu'on a des chances avec soi en travaillant de cette façon-là. Alors c'est parti pour cette semaine. Je vous rappelle que l'atelier des options a été choisi par le CBOE, le premier marché d'options au monde, pour faire son entrée en France et proposer une série de 3 webinaires gratuits. Le premier a eu lieu mardi dernier. Vous étiez extrêmement nombreux. Une vraie réussite. On vous en remercie vraiment. On est ravis de voir que vous vous intéressez aux options et que de plus en plus de gens essayent de comprendre. Et on est ravis de participer à cette démocratisation, à cette aide à la compréhension sur ce marché technique. Les prochains webinaires se tiennent donc demain, mardi 16, et puis la semaine prochaine. Il est encore temps de vous abonner à notre newsletter pour recevoir tous les éléments de collection ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir les liens pour nous suivre. En tout cas, ça continue et on en est ravis. Cette semaine, on va regarder en détail le calendrier. Bien sûr, comme toujours, le S&P, semaine d'échéance des 4 sorcières. C'est une semaine technique. On rappelle que l'échéance des 4 sorcières n'est pas forcément le moment dangereux et volatile qu'on évoque toujours, mais en revanche, les aspects techniques peuvent entraîner et exacerber des mouvements en place ou les invalider. Et souvent, il arrive qu'une échéance trimestrielle comme celle-ci soit un moment de pivot dans le marché, donc toujours un élément à regarder en termes d'intérêt et en termes de réaction avant, pendant et après cette échéance surtout, donc un élément intéressant à suivre cette semaine. Dans les ratios put-call et intérêt, on va regarder en fait 2 configurations graphiques. C'est pas pour les ratios put-call, c'est Nvidia et Tesla, c'est pour ça que je les ai laissés en blanc. Pour le ratio put-call, FedEx, qui publie cette semaine, on va la regarder de près parce que il y a un petit peu plus de prudence que par le passé. On va voir ça en termes de ratio put-call et on est dans une compression, donc peut-être un peu de mieux pour le titre FedEx, qui est quand même un moteur important, évidemment, de la santé économique à Wall Street. Et puis, parmi les volumes inhabituels détectés par Paul, il les a détectés sur un ETF chinois, le code FXI, un très gros volume acheteur. Donc manifestement, l'intérêt qu'on évoque depuis quelques temps, puisqu'on avait proposé Baidu notamment la semaine dernière sur les valeurs chinoises, se confirme et il y a de gros acteurs qui ont pris des positions significatives à la hausse. En revanche, position baissière sur un ETF High Yield, le HYG, donc globalement un peu de défiance sur les marchés et un secteur, donc le haut rendement américain, qui a déjà pas mal payé et qui pourrait être l'objet de prise de bénéfices, donc peut-être un signal de prudence à avoir d'une façon générale sur les marchés. On fera une synthèse comme toujours sur les stratégies, on arrive à 91,3% de réussite sur les stratégies qu'on vous a proposées jusqu'ici, sur 28 stratégies. Et puis cette semaine, on va vous proposer donc un bear call spread qui est cyclique, encore une fois, ça c'est l'intérêt et la particularité de la méthode de travail développée par Paul pour l'atelier des options, une stratégie qu'on applique de façon mécanique, de façon annuelle, en fonction d'un setup précis. On va revenir là-dessus en détail. Donc c'est parti, on va regarder tout de suite le calendrier de la semaine, avec donc l'échéance technique des marchés dérivés, une semaine d'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, les 4 sorcières, ça se tiendra vendredi 19 septembre, donc j'ai déjà donné quelques éléments techniques à ce sujet, toujours un point important de marché.
et souvent, parfois un élément pivot. On va avoir aussi les enjeux graphiques puisque si certains niveaux sont débordés ou enfoncés, eh bien ça peut avoir des incidences pour les opérateurs en termes d'arbitrage et donc des conséquences pour des accélérations ou au contraire une stabilité du marché. Et puis on verra si ça peut être un point pivot en amont de la fin du mois de septembre, dont on rappelle que historiquement, le mois de septembre est un mois faible et c'est souvent après le 18 septembre, donc autour de cette échéance, que se produisent les mouvements de correction ou de consolidation. Pour la semaine, demain mardi 16, on aura les ventes au détail, chiffre d'inflation important à surveiller dans la foulée de ceux qu'on a connus la semaine dernière. Je rappelle que les chiffres d'inflation sont ressortis un peu au-delà du consensus et que manifestement les opérateurs ont bien accueilli ces chiffres puisqu'ils considèrent que ce sera favorable à la baisse des taux de la Fed. Or, mercredi, eh bien, on a justement réunion de la Fed avec une baisse très attendue d'1/4 de point des taux de base. C'est le consensus quasi unanime. Donc ça, c'est ce que le marché attend. Maintenant, beaucoup d'opérateurs pensent aussi que Jerome Powell pourrait baisser ses taux une fois de plus au moment avant la fin de l'année. Donc une deuxième baisse de taux, et donc cette fois-ci pour mercredi, première baisse de taux de cette année 2025, hein, donc très attendue par les opérateurs. Une deuxième baisse de taux est attendue par les opérateurs. Et donc, c'est le discours de Jerome Powell qui va être fondamental pour déterminer si les dot plots, donc l'évolution de sa politique monétaire dans les semaines qui viennent, et si on va baisser encore une fois les taux ou pas d'ici la fin de l'année, et quelle sera la politique monétaire pour 2026. Donc, un rendez-vous qui va être particulièrement important et source de volatilité pour les opérateurs, d'autant plus qu'on est au cœur d'une semaine technique. Et puis, jeudi, dans une moindre mesure, l'indice de la Fed de Philadelphie, évidemment bien moins important. Pour le calendrier micro de cette semaine, la principale valeur qu'on va regarder, c'est FedEx jeudi. Donc on va regarder maintenant tout de suite notre graphique du S&P en hebdomadaire, le S&P qui a progressé encore une fois la semaine dernière de 1,59%. La position ouverte s'est étayée de 5,18%, mais on approche de l'échéance technique des marchés dérivés. Donc il y a une ouverture, une augmentation de la position ouverte qui est mécanique dans ce mouvement-là. Reste qu'on a connu tout au long du mouvement précédent un soutien acheteur. Pour l'instant, aucune pression baissière. Ça s'était confirmé sur le S&P, même si on commence à être tendu. Et si vous voyez cette grosse oblique noire en haut à gauche, qui est la borne haute du canal haussier de long terme, qui se trouve ici, au sein duquel le S&P évolue depuis maintenant 2020, puisqu'on avait pris appui un peu au-dessus à cette époque-là, en 2020. On s'était appuyé 2 fois dessus. Encore une fois, en novembre 2022, en octobre 2023, et puis dans le trou d'air du mois d'avril dernier. Et la parallèle nous permet de viser cet objectif. Donc en mensuel, on l'a atteint. Et vous voyez qu'en hebdomadaire, on est pas loin. En journalier, on s'en approche aussi. Donc on va zoomer justement sur le graphique en journalier avec un S&P donc, qui est toujours situé, je vais dézoomer un instant, pardon, en hebdomadaire pour donner les bornes des ranges, qu'on suit toujours, hein. Il n'y a pas de grand changement de ce côté-là. Tant qu'on est au-delà de 6481, eh bien, la cible idéale suivante, c'est 6740. On a bien préservé ce niveau-là. Ça, c'est le premier niveau d'alerte très court, hein. 6427, 6481. On est toujours installé au-dessus pour l'instant, et la bougie de la semaine dernière l'a préservé, testé, et pour l'instant, graphiquement, ça reste très propre. Alors, en zoomant en journalier, on va aller regarder un peu plus dans la granularité. On a un petit peu d'essoufflement en fin de semaine, vendredi. On a terminé en légère baisse symbolique contre une zone cible qu'on avait indiquée, 6569, 6585. On a été passé légèrement au-dessus avant de la réintégrer. La prochaine cible, c'est 6611 et l'extension 6649. Et puis la borne haute du canal haussier de long terme, hein, qui va se situer pour la semaine en cours, si on prend vendredi comme cible max, à 6666, je ne l'ai pas fait exprès. Donc à surveiller l'extension maximale de ce mouvement, 6740. Alors peut-être difficile d'atteindre ces niveaux-là, mais pour l'instant, on reste haussier, pas d'invalidation. Le seul et petit élément qu'on peut regarder quand on zoome un tout petit peu en 4 heures, c'est cette bougie, ces bougies d'indécision dans la dernière partie de la séance de vendredi, avec cette étoile filante qui vient se caler pile autour du niveau de résistance à 6585. Alors on va pouvoir, grâce à ça, ajuster un tout petit peu le niveau technique peut-être pour voilà, la semaine. C'est 6581 plutôt que 585 qui va devenir la référence. Pour l'instant, on est en terrain incognita, donc difficile de faire beaucoup mieux avec les niveaux, mais cette zone de prix 569-581 est le niveau d'alerte intraday
Si on passe en dessous, on peut aller consolider un peu et aller rechercher ces niveaux intermédiaires que vous avez ici, avec probablement aussi une zone de prix située autour de 6532, qui est pour l'instant acquise, donc qui est en vert, pardon, et qui est ici. Donc, elle est oblique qu'on surveillait les jours précédents avec cette possible vague de Wolf, vague 1, 2, 3, 4 qui s'est arrêtée dedans. Si on repasse sous cette oblique, attention au déclenchement d'une possible vague de Wolf baissière. Pour l'instant, encore une fois, c'est une feuille de route possible. Si c'est le cas, on pourrait avoir un moment de consolidation un peu appuyé, puisque la vague 1, 2, 3, 4 la cible est donnée par les points 1 et 4, donc on ira chercher cette oblique-là. Donc si on se réinstalle sous l'oblique formée par les points 1 et 3 ici, donc si on repasse bien, pour la séance du jour sous 6562 en clôture, on peut valider ce mouvement de consolidation et donc aller rechercher cette oblique baissière avec les cibles que vous avez ici. Pour l'instant, c'est juste une feuille de route, encore une fois, rien n'est fait. On est en train, en balance, de tester ce niveau de support clé, à mon avis, 569, et puis ce niveau intermédiaire qui va être ici, 554, à considérer, 550, 554 qui va être important à considérer. Donc, pour l'instant, haussier, pas d'invalidation. Maintenant, je voulais vous montrer quelques configurations graphiques sur des valeurs qui eh bien, ont donné des signaux intéressants ou vont en donner. On avait parlé d'NVIDIA avec cette structure de retournement en épaule-tête-épaule. Eh bien, c'était très bien parti pour cette figure baissière. Épaule tête, épaule. On avait attaqué dans l'épaule ici avec un mouvement qui s'était formé avec des volumes importants, un gap baissier important, une accélération baissière avec du volume, et on est allé s'arrêter sur le premier niveau de support. On a formé ce qui aurait pu être un throwback parfait, j'enlève le gap ici, ce qui aurait pu être un throwback parfait sur la ligne de coup. Donc revenir tester la ligne de coup pour repartir. Donc la figure était un cas d'école graphiquement. Le news flow et de la semaine dernière a fait qu'on a finalement ouvert avec un gros gap haussier, et donc on forme un petit island reversal sur Nvidia. Je le prends avec un peu de pincette, ce mouvement, parce que c'est beaucoup de spéculation, pas énormément de volume, et des mouvements de contre-pied techniques sur un titre qui est quand même l'objet de beaucoup de spéculation. Certes, on réintègre maintenant le range 171,19, 182,90, et au plus large 164,90, 182,90. Mais attention, vous voyez que l'ouverture va se faire probablement à l'intérieur de cette zone de gap. Donc le mouvement n'est pas acquis pour Nvidia. Beaucoup de spéculation, et encore une fois une position ouverte qui était gigantesque au moment de la publication du 28 août dernier, et donc un intérêt qui va devoir être soldé, allégé par des opérateurs. Donc prudence de ce côté-là sur Nvidia. Si en revanche on réussit à repasser 182,90, on repart à la hausse et vous avez les extensions suivantes. Pour l'instant, je suis un peu dubitatif quant à la poursuite du mouvement, même si on a eu cette réaction, et si la structure en épaule-tête-épaule n'est plus valide cette fois-ci. C'est autre chose qu'il faudra surveiller maintenant, et on va quand même conserver à l'œil l'oblique pour voir ce qu'il en est, mais parce que c'est un niveau pivot que les opérateurs ont bien interprété, mais ça n'est plus une structure en épaule-tête-épaule, même si encore une fois elle avait toutes les caractéristiques. Eh bien, elle a été invalidée par ce retour, cette réintégration en gap puissante. En tout cas, sous 171,19, attention, retour en bas du range 164,90, et après, c'est là où le mouvement de consolidation pourrait être marqué. Ça n'est qu'une consolidation tant qu'on reste sur Nvidia au-delà du gros niveau de support à 152,90. Je rappelle que 152,90, c'est le plafond de verre contre lequel le titre avait buté en novembre 2024 et en janvier 2025, qu'il a finalement débordé pour repartir à la hausse. Donc repasser en dessous, ça ce serait un mauvais signal. En attendant, ça n'est qu'une pause dans un parcours haussier extraordinaire pour l'instant. Excellent toujours pour Nvidia, mais peut-être un peu moins de momentum à surveiller. Et encore une fois, un intérêt sur les options qui incite peut-être à prendre un peu de bénéfices pour cet aspect technique qu'on a déjà évoqué. Un autre titre il y a une configuration graphique intéressante dont je n'ai pas parlé depuis quelques temps, c'est Tesla. Tesla, vous l'avez ici en hebdomadaire. Elle s'est extraite la semaine du 1er septembre par le haut d'un grand triangle symétrique. Elle a accéléré très très violemment la semaine dernière, une progression de près de 13%. Elle est prête à ouvrir encore en hausse. Alors graphiquement, la cible idéale donnée par cette structure, c'est la duplication du triangle par le haut. Donc je l'avais déjà tracé ici. On a donc potentiellement un peu de hausse complémentaire pour le titre, encore pour ceux qui sont déjà en position. Rentrer maintenant, c'est peut-être un peu tard. Je vais mettre la flèche dans l'autre sens. Donc,
Voilà, hein, la duplication du triangle par le haut, hein, quand on prend la taille du triangle, la base du triangle qu'on duplique à la sortie, ça nous donne en mire 427,80 pour le titre, donc encore un peu de potentiel. Alors je reviens sur Tesla parce que j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur Twitter souvent, sur X, et il y en a un ou deux qui me rappellent régulièrement que je donnais comme cible baissière et que je voyais Tesla à 169 ou 163. Voilà pourquoi je vous donnais cette cible-là. Ça date quand même, et donc c'était pour remettre un petit peu les choses au point là-dessus. Tesla, elle avait formé une structure de retournement baissière entre novembre 2024, validée en février 2025, qui était celle-ci: épaule, tête, épaule, et la cible idéale du mouvement donnait donc, en dupliquant la structure du haut vers le bas, donc en dupliquant cette figure formée ici et à la rupture de la ligne de coup au moment au mois de février dernier, un mouvement de baisse qui permettait de cibler donc cette cible idéale située à 164 aux alentours en dupliquant la cible. En plus, ça correspondait à une oblique haussière de très long terme pour Tesla, donc c'était très cohérent comme cible graphique. Le titre depuis a perdu au moment de la rupture, hein, juste au moment de la rupture, plus de 32%, 33,5%. Voilà, donc on a fait quand même une très bonne partie du chemin baissier, et il restait un complément donc pour baisser encore en direction de ce niveau de 162, 163. Ça faisait 50% de baisse du titre. On n'a été pas très loin. Depuis, j'ai changé mon fusil d'épaule, vous l'avez bien compris, il y a eu un range, on est sorti par le haut du range, donc le mouvement baissier est invalidé, donc vous pouvez oublier cet ancien objectif pour ceux qui me le rappellent souvent. Voilà à quoi ça tenait, et je peux vous dire qu'on a bien profité de cette partie baissière et de cette accélération baissière de plus de 30% sur Tesla à l'époque. Donc rassurez-vous, depuis, on a pu réajuster les choses, et c'est une autre configuration qui est en place pour l'instant. C'est haussier, et ça s'est mis en place pour Tesla à partir du 22 août, sortie, retour sur la ligne de coup sur la borne haute du triangle symétrique, et accélération haussière qui est confirmée avec encore un peu de potentiel de hausse, même si on a une grosse résistance à 452,50. Voilà pour Tesla qui nous intéressait cette semaine. Et puis la publication de la semaine, c'est FedEx. FedEx qui est en train de compresser. On va dézoomer sur FedEx en mensuel, en hebdomadaire. Voilà, graphique hebdomadaire de FedEx. Je vous ai mis mensuel, mais c'est bien hebdomadaire qu'il faut lire ici, autant pour moi. Hebdo. Et donc FedEx que vous avez ici, qui, après avoir rompu le canal haussier au sein duquel elle évoluait depuis mars 2023 au moment du février dernier, a été se stabiliser au-delà d'un support majeur à 191,80. On compresse sur le titre à l'intérieur d'une congestion qui est 214,80, 242,10. Donc rebond, stabilisation depuis maintenant le mois de juin dans cette zone de prix. Et puis en zoomant, on voit cette compression qui se forme ici avec sous forme d'un petit triangle. J'ai essayé de l'ajuster au plus près, et là où j'ai le plus de points de contact, c'est ici. Le titre est peut-être en passe d'ouvrir au-delà de 230,60, donc au-delà de la médiane de cette zone de congestion. Or, elle publie jeudi, FedEx, c'est un indicateur de la santé économique du pays, évidemment, et le ratio put-call qui était en mars dernier de 0,88 et en juin dernier de 0,86 est remonté d'un petit cran. Il est à 1,09 à la semaine dernière, donc on n'est pas en prudence ou pessimisme fort, mais on commence à entrer dans un niveau qui peut être intéressant et laisser à penser qu'il y a un peu d'excès de prudence sur le titre et qu'il pourrait se réveiller. Donc la sortie du triangle sera un premier élément. Travailler au-delà de 230,60, la médiane du range 214,80, 242,10 est aussi un élément, et donc on peut considérer que si on reprend des couleurs sur FedEx, elle pourrait sortir de cette congestion et aller, pourquoi pas, former un mouvement haussier de taille équivalent au range actuel pour aller chercher une zone cible qui est située entre 270,10 et 274,10, une résistance intermédiaire. Pour les plus optimistes sur le titre, on pourra même prendre l'extension basse de la congestion depuis son point bas, et donc prendre la borne basse de la congestion avec, dans ce cas-là, un mouvement qui pourrait être un peu plus important et rallier, dans ce cas-là, un niveau de résistance clé 293,40. Donc si on arrive à déborder 242,10, on a 270,10, 274,10 en mire, réintégrer l'ancien canal haussier de long terme et puis aller chercher cette zone cible qui est une zone des tops historiques du titre à 293,40. On remarque que la taille de la congestion ici permet de cibler une résistance majeure qui était donc des niveaux clés. Encore une fois, on retrouve souvent et ça rend plus probable ces scénarios. Donc pour l'instant, rien n'est fait, mais FedEx qui publie cette semaine, ça va être intéressant.
Des volumes inhabituels que je vous signalais, donc on va commencer par la Chine et cet ETF iShares China Large Capitalizations, pardon pour mon accent du matin. Et donc, Paul a détecté 91 000 bull call spread sur l'ETF China Large Caps. Donc le code FXI, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. L'échéance de cette stratégie est relativement courte, c'est sur l'expiration d'octobre. Et donc, apparemment, des opérateurs qui s'attendent à ce que cet ETF continue à progresser, déborde 42 et s'arrête sous 45, donc idéalement dans cette zone de prix et évidemment au-delà de 42 000. 91 000 bull call spread, c'est très significatif, hein, c'est vraiment important et on voit que ça se reprend sur les techs chinoises depuis quelques temps. Donc ça paraît être toujours un arbitrage intéressant et apparemment un gros pari sur l'échéance du mois d'octobre, donc qui se tiendra donc le 3e vendredi du mois d'octobre. Pour vous donner la date, ce sera assez tôt d'ailleurs au mois d'octobre, ce sera le 17 octobre. Donc un gros pari haussier, encore une fois, l'opérateur qui traite ce bull call spread achète du call et soit vous profitez d'une dernière accélération haussière et sortir au mieux, soit que l'ETF clôture au-delà de 42 à l'expiration du mois d'octobre et idéalement dans cette zone de prix 42-45. Je rappelle qu'en travaillant de cette façon-là, en achetant le call, bien, il a un débit, mais en vendant un call plus haut, c'est bien ça limite le coût de sa stratégie. Et ça lui permet d'encaisser une prime qui limite le coût de l'achat du call en face. Donc une stratégie haussière, mais qui est capée. Si par hasard le titre, l'ETF débordait 45, dans ces cas-là, il ne gagne pas plus. Son gain est limité à cette borne à 45, et donc à la stratégie qu'il a montée, mais en tout cas assez significatif sur cet arbitrage asiatique, enfin chinois, qu'on détecte depuis quelques temps. Et puis un autre arbitrage, une autre prise de position importante qui a été prise sur le iShares High Yield, iBox High Yield, qui est le haut rendement, donc les obligations à haut rendement américaines, un opérateur qui a pris une très grosse position, en achat de 98 000 puts sur le mois de novembre à 78 et sur le mois de décembre, que j'ai mal écrit, décembre, vous comprendrez, bien entendu, donc à 77. Donc un pari assez baissier qui indique, directionnel pur, hein, puisque là, il n'y a pas d'arbitrage, qui indique que l'opérateur s'attend à ce que les hauts rendements américains baissent. Alors, c'est double signification, diminution de l'appétit au risque sur le haut rendement américain, donc les sociétés les plus risquées. On avait déjà proposé un arbitrage dessus, souvenez-vous, ici, c'était en mars dernier, et le mouvement de baisse s'était bien traduit, d'ailleurs, grâce à la détection des volumes inhabituels. Et puis ici, on arrive contre un niveau de résistance clé sur ce haut rendement, même si on est en passe peut-être d'ouvrir au-delà de cette résistance à 81. C'est un niveau qu'on avait indiqué ensemble au mois de mars dernier déjà. Et donc cette zone 81, 81, 90 est une zone clé. Alors on a des résistances suivantes, hein, on pourrait aller au-delà de ce niveau. Je dézoome, hein, je vous le mets en mensuel, iShares Box High Yield, le code HYG. Voilà, donc avec cette stratégie, achète 98 000 puts sur novembre, 78 000 sur décembre, à 78 et à 77. Donc ça veut dire que les opérateurs s'attendent à ce que ça baisse soit en direction de ce niveau-là, soit que ça clôture sous ce niveau-là, mais en tout cas une stratégie spéculative importante, baissière sur le high yield, et donc ça pourrait aussi avoir un impact sur les marchés actions. Non pas la stratégie en soi, mais que l'opérateur considère que les marchés américains pourraient baisser d'une façon générale, les marchés actions américains baissent d'une façon générale avec cette crainte sur le high yield. Donc, des cas importants à surveiller, bien entendu. Donc, on va faire un point maintenant sur nos stratégies en cours. Vous les avez ici à l'écran. On a donc proposé depuis maintenant 28 semaines, 28 stratégies, 23 sont clôturées, 2 ont été perdantes, 5 sont toujours en cours, et donc pour un petit bilan, le bear call spread sur le SPX est probablement mal parti, celui-ci, il sera peut-être perdant, il clôture cette semaine, donc on verra comment se comporte l'indice. En revanche, sur Palantir, c'est en cours et c'est plutôt bien parti, ou neutre, on le rappelle. Sur AXP, le bear call spread est toujours en cours, il est légèrement gagnant pour l'instant. Sur Baidu, il est bien parti, c'est un strangle avec le biais haussier que j'avais, mais peu importe, la stratégie, c'était de payer le put et le call, et pour l'instant, ça a l'air bien parti pour Baidu. Et puis, la stratégie qu'on va vous proposer cette semaine, c'est sur NEM, Newmont Corporation, une société minière sur l'or notamment, et qui, pour laquelle Paul a détecté un bear call spread. Alors, Newmont, elle est ici, c'est un titre qui a bien progressé récemment. On va donc
proposer donc ce bear call spread. L'idée, c'est de vendre un call au-dessus des cours, probablement, avec un achat de call pour protéger la stratégie en cas de trop forte hausse. Donc la vente de call va nous permettre d'encaisser une prime. L'achat de call va venir en débit de cette vente de call. Donc on va gagner un peu moins, mais au moins la stratégie de ce bear call spread, c'est d'être bien gagnant tant que le titre clôture sous le point mort. Le point mort, il va se situer un tout petit peu au-dessus du niveau de vente de call grâce à la prime encaissée. Donc sous le point mort, et donc tout ce qui est toute clôture en dessous de ce niveau-là sera intéressante. Alors j'en profite pour vous montrer cette stratégie. Si en revanche on dépasse le point mort, bien, on commence à perdre, et la perte maximale, elle est bloquée avec le niveau d'achat de call choisi. Alors on peut choisir en fonction, bien sûr, de son setup, de sa configuration et de son appétence au risque, un call plus lointain. Dans ces cas-là, on va payer moins avec cet achat de call, donc encaisser plus de prix, mais prendre plus de risques, évidemment. On peut aussi vendre un call plus lointain, mais dans ces cas-là, on encaisse moins, mais on se laisse plus de marge de progression complémentaire du titre. Donc cette stratégie, elle paraît très représentative de ce que nous proposons à l'atelier des options et des stratégies que Paul a mises au point depuis plusieurs années pour travailler de façon systématique et empirique en testant bien par le passé les chances de probabilité des stratégies qu'il va mettre au point. Ça s'adresse tant aux investisseurs qu'aux traders, ou aux deux bien entendu, avec la possibilité de créer une méthode de travail qui va gommer l'aspect émotionnel en travaillant avec ces points d'entrée précis et ces stratégies d'options précises qui vont être à ajuster en fonction d'une échéance, donc d'un horizon de temps, d'un type de stratégie, et avec des points d'entrée et des points de sortie très précis. Donc il y a une vingtaine de stratégies clés en main qui sont disponibles dans notre formation payante, et puis aussi cette méthode de travail qui va vous permettre d'apprendre à la décliner et de l'utiliser sur d'autres actifs et de vous permettre d'être autonome et indépendant. Le but n'étant pas de vendre des signaux, mais encore une fois, de vous rendre autonome sur les options. Donc toute la partie grand public gratuite disponible sur la chaîne YouTube, vous l'avez. Donc pour comprendre les options, les stratégies, tout ce qui existe, et puis ensuite d'avoir des stratégies clés en main détaillées. Et puis c'est pour ça qu'on a aussi ajouté ce module d'analyse graphique. Voilà, fin de la parenthèse et des éléments qu'on voulait vous donner pour cette semaine. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, bien sûr, de l'atelier des options. Pensez à vous abonner et à recevoir notre newsletter. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à nous faire part de vos commentaires si vous en avez, et on est toujours ravis d'interagir avec vous. Et puis pensez à liker et à partager ce contenu s'il vous a plu. Excellente semaine à toutes et à tous.